C'est l'info, votre double page info du week-end, Martha Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour ce 25e numéro de C'est l'info. Au sommaire cette semaine, la mort du prince Henrik de Danemark. Il était l'époux de la reine Margaret II et l'un des derniers Français appartenant à une famille royale régnante en Europe. Le prince consort est mort à l'âge de 80 ans et il était originaire du sud-ouest de la France. Nous en parlons avec Franck dans une dizaine de minutes. Nous l'avons vu, l'ouverture des Jeux Olympiques en Corée du Sud à Pyeongchang la semaine dernière a été l'occasion d'un rapprochement inédit entre le Nord et le Sud. Mais alors le sport et la diplomatie font-ils bon ménage ? Vous verrez avec notre invité Jean-Baptiste Guégan que le sport n'est parfois pas un justificatif de paix, mais peut devenir un prétexte de conflit. Nous parlerons également de la food porn, un phénomène culinaire et social très en vogue, identifié par plus de 25 millions de tweetos sur les réseaux sociaux. Il représente une opportunité marketing pour les restaurants. Mais qu'est-ce que le food porn et surtout quels en sont ses atouts et ses faiblesses? Nous en parlerons avec Ella Micheletti des voix de l'hexagone.fr. Vous retrouvez également vos chroniques habituelles avec notamment les coulisses de l'info, Gaëtan Hellmans, ici Londres, Alexander Seal. Et puis Stanislas Mirocha qui nous parlera en fin d'émission d'Elon Musk. Elon Musk qui a utilisé la plus puissante fusée du monde pour envoyer sa voiture dans l'espace, ni plus ni moins. Soyez les bienvenus, c'est parti pour ce 25e numéro de C'est l'info. Et comme d'habitude pour entamer cette émission, nous commençons par les brèves de la semaine, les principales actualités, les moments forts qui ont marqué la rédaction de C'est l'info. Et tout d'abord, nous ne pouvions pas passer à côté de l'affaire Maëlys. Nordan Lelandais a en effet avoué et admis avoir tué Maëlys involontairement après 6 mois de silence. Voilà ce qu'a annoncé le procureur de la République de Grenoble, Jean-Yves Coquillat. L'ancien militaire de 34 ans a également reconnu qu'il s'était débarrassé du corps mais a refusé de s'exprimer sur les circonstances du meurtre de l'enfant. Il a aussi présenté ses excuses aux parents de Maëlys, a ajouté le procureur lors d'une conférence de presse à la mairie de Pont-de-Beauvoisin en Isère. Nordan Lelandais a avoué, après avoir montré au magistrat le lieu où se trouvaient les restes de la fillette de 9 ans dans les gorges des Chailles proches de la communauté savoyarde de Saint-Franck. Jusqu'à présent, il avait farouchement nié son implication dans la disparition de Maëlys dans la nuit du 26 au 27 août lors d'une fête de mariage qui se passait à Pont-de-Beauvoisin dans l'Isère. Cet aveu, en tout cas, il intervient après la récente découverte d'une trace de sang dans le coffre du véhicule de Nordan Lelandais, qu'il avait pourtant nettoyé à l'aide de puissants détergents le lendemain du mariage. Extrait de sa cellule en matinée, Nordan Lelandais a été entendu à sa demande par les juges d'instruction au palais de justice de Grenoble avant d'être conduit à la gendarmerie de Pont-de-Beauvoisin. Après y être resté environ 1 heure, Nordan Lelandais, accompagné du procureur, du vice-procureur de Grenoble, des juges d'instruction et de son avocat, a été transporté sur les lieux où a été retrouvé le corps de Maëlys. Plusieurs indices accablés depuis près de 6 mois. Cet ancien maître chien de l'armée, une trace ADN de Maëlys retrouvée sur le tableau de bord de son véhicule et des images de caméras de surveillance filmées dans la nuit de sa disparition. Ces dernières montrent en tout cas une voiture identifiée par le parquet comme celle de Lelandais, avec à son bord une silhouette frêle dans une robe de couleur blanche comme celle que la petite fille portait ce soir-là. Ses parents ont reconnu des éléments de la robe et notamment de la bretelle, selon les avocats de la famille de Maëlys. La défense de son côté contestait jusqu'ici la chronologie des faits reprochés au suspect, mis en examen pour le meurtre de Maëlys le 30 novembre à l'issue de 8 heures d'investigation. Nordan Lelandais a également été mis en examen le 18 décembre pour l'assassinat du caporal Arthur Noyer en Savoie en avril dernier. Sa remise en liberté a été refusée le 24 janvier, ce qu'a confirmé la cour d'appel le 9 février.
On va reparler à présent de Johnny Hallyday. Laura Smet et David Hallyday, les enfants de Johnny Hallyday, contestent le testament de leur père qui a laissé l'ensemble de son patrimoine et ses droits d'artiste à son épouse Laetitia. Voilà ce qu'ont annoncé le 12 février leurs avocats. Cette contestation, elle s'appuie sur les règles de succession en vigueur en France et dans notre pays. Lorsqu'une personne meurt, ses biens sont répartis entre son conjoint survivant et ses enfants, suivant le principe de la réserve héréditaire. Et lorsque des enfants sont nés d'une ou de plusieurs unions, le conjoint survivant reçoit le quart en pleine propriété, puis les enfants se partagent le reste. Mais en réalité, dans le droit français, tous ont les mêmes droits, qu'ils soient nés de la dernière union de leur père ou d'une union précédente, que ce soit des enfants biologiques ou adoptés. La loi est la même pour tous. Et alors certes, il est possible de favoriser dans le droit français certains de ses enfants, le conjoint ou même un tiers, mais une part de la succession doit obligatoirement leur revenir, et à hauteur de cette part, il est impossible de les déshériter. Alors dans l'affaire Johnny Hallyday, la question que l'on se pose, c'est celle de savoir s'il est possible ou non de s'affranchir de la réserve héréditaire, car en effet, pour laisser une part plus importante à son conjoint, il est possible d'empiéter sur la réserve héréditaire des enfants, avec un testament ou une donation au dernier vivant. Appelée quotité disponible spéciale entre époux, cette part supplémentaire peut porter sur la totalité de la succession, le quart en pleine propriété, ou correspondre à la quotité disponible ordinaire, ce qui signifie que si le défunt a des enfants nés d'une autre union, comme dans le cas de Johnny Hallyday, la part de la succession qui revient en pleine propriété au conjoint survivant échappe définitivement à ses enfants. Mais depuis le 17 août 2015, les successions internationales sont régies en Europe par un nouveau règlement. Ce règlement, il prévoit que c'est le lieu de la résidence habituelle du défunt au moment de son décès qui détermine la loi applicable. La question qui se pose dans le cas de l'affaire Hallyday est ainsi celle de savoir s'il est possible de s'affranchir de la réserve héréditaire en s'installant dans un pays qui ne la reconnaît pas, comme les États-Unis. Question à laquelle la Cour de cassation a répondu favorablement en septembre 2017 dans deux contentieux. Ces contentieux, ils étaient liés à la succession de deux musiciens français, Maurice Jarre et Michel Colombier. Eh bien, Maurice Jarre et Michel Colombier s'étaient expatriés en Californie. Ils avaient légué leurs biens à leur dernière épouse et aux enfants de leur dernière union, déshéritant ceux du premier lit. Et la Cour de cassation avait répondu favorablement. Voilà. Tout s'était fait dans la totale légalité de ce côté-là. Et c'est ce sur quoi, en tout cas, Laura Smet et David Hallyday vont plancher durant de longues semaines, de longues années de procès judiciaires et de tête à tête entre avocats. Allez, on part à présent dans ces brèves. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a finalement cédé à la pression de son parti, le Congrès national africain, l'ANC. Après un long discours et des semaines de suspense, le président a annoncé sa démission mercredi 14 février, alors qu'il était au pouvoir depuis mai 2009. Silencieux depuis son rappel, Jacob Zuma a rompu le silence en début d'après-midi, mais a fait durer le suspense en refusant jusqu'ici d'annoncer sa réaction. Il faut savoir qu'en Afrique du Sud, après des semaines de tractations et de réunions, le parti au pouvoir avait exigé la démission mardi du président Jacob Zuma, empêtré dans de nombreux scandales de corruption. Faute d'une réponse de sa part, le parti avait décidé mercredi de le forcer à quitter le pouvoir en annonçant le vote dès jeudi d'une motion de défiance dont l'issue ne faisait aucun doute. Le pouvoir de Jacob Zuma a en tout cas commencé à vaciller depuis l'élection en décembre à la tête de l'ANC de son vice-président Cyril Ramaphosa, qui avait axé sa campagne sur sa lutte contre la corruption. Ce dernier était alors déterminé à pousser au plus vite vers la sortie le président Jacob Zuma, devenu trop encombrant en vue des élections générales de 2019. Et conformément à la Constitution, c'est son vice-président, donc Cyril Ramaphosa, qui est devenu le président de la République par intérim dès la démission de Jacob Zuma. Le Parlement doit encore, dans les 30 jours, l'élire formellement à ce poste, mais l'élection devrait-elle être organisée début de semaine prochaine. En tout cas, il faut savoir que dans sa chute, Jacob Zuma, l'ancien président sud-africain, entraîne les sulfureux frères Gupta.
C'est en effet la police sud-africaine qui a perquisitionné mercredi matin la villa de la famille Gupta, ces riches investisseurs indiens proches du président Jacob et qui sont au cœur des accusations de corruption au plus haut sommet de l'État. Allez, on va parler à présent du Portugal. On en parle peu, mais c'est vrai que le fait mérite d'être souligné. Plus que d'une situation économique très critique après la crise de 2008, on assiste à une remontée discrète, mais notée comme remarquable par maints observateurs, une situation économique pour le Portugal. Un virage qui est dû à des choix politiques qui redonnent vie à un pays jugé naguère exsangue. Un improbable redressement, c'est ce qui se là-bas avec des signes encourageants qu'on peut considérer comme un camouflet au culte de l'austérité, un culte de l'austérité privilégié par Angela Merkel et par Bruxelles grâce à des mesures misant sur le pouvoir d'achat. 5 ans après avoir été acculé à un plan de sauvetage de 78 milliards d'euros assorti d'un plan d'ajustement sévère, le Portugal est aujourd'hui l'une des économies les plus prometteuses d'Europe. Le gouvernement socialiste, arrivé au pouvoir en novembre 2015 avec l'appui de l'extrême gauche en promettant de tourner la page de l'austérité, avait pourtant été accueilli avec scepticisme par ses partenaires européens, mais contre toute attente, le Premier ministre António Costa a réussi à relancer la machine. Et pour en parler dans les faits, je vais vous donner quelques chiffres, puisque le salaire minimum a par exemple été augmenté en 2016, puis en 2017, et puis en parallèle de cela, nous avons assisté à une baisse des cotisations employeurs de 23 à 22%. Et puis dans un autre temps, le gouvernement n'a pas lésiné sur le plan de relance de pouvoir d'achat, un plan de relance qui a été marqué par une hausse des retraites et des allocations familiales, le renforcement du droit du travail, mais également la baisse des impôts pour les salariés les plus modestes et évidemment l'arrêt net des privatisations. Voilà en tout cas un Portugal qui est désormais guéri et dont peut-être nous pourrions, nous autres pays européens, nous en inspirer. Le duplex. Franck Payana, bonjour. Bonjour Martin, bonjour à tous. En duplex, non pas de Barcelone, non pas de Biarritz, non pas d'Osgore, mais cette semaine, eh bien du studio, c'est l'info de Pau, purement et simplement, pour parler de Henri de Danemark. Franck, Henri de Danemark, un prince qui se rêvait roi, porté disparu cette semaine. Franck, dites-nous en plus sur ce qu'il était et ce qu'il avait en tête durant sa vie. Alors il est décédé déjà ce 13 février dernier à l'âge de 83 ans dans le château de Fredensborg au Danemark. C'était là qu'il souhaitait terminer ses jours. Il a terminé ses jours entouré de sa femme et de ses 2 fils. Alors il n'était pas forcément destiné à être roi. Il était originaire de France, il était originaire de Gironde pour être précis. Il a rencontré la princesse Margrethe de Danemark. C'était dans les années 60 à Londres après avoir effectué son service militaire en Algérie. Alors c'était précisément son statut, c'était le prince consort, un petit peu comme le prince Philippe en Grande-Bretagne. Donc il vivait avec l'ombre de la reine Margrethe. Et en 2002 notamment, elle était souffrante et c'est le prince héritier Frédéric qui, au mépris de la tradition selon lequel c'est l'époux du souverain qui souhaite le vœu, a fait les vœux en 2002, du coup, ce qui n'a absolument pas plu au prince consort qui a tout bonnement annoncé qu'il détestait la royauté, lui qui pourtant avait opté pour la nationalité danoise afin de pouvoir épouser la reine, et également avait décidé de lâcher le catholicisme pour rejoindre la religion protestante, religion en tête au Danemark. Et pourtant, malgré ses efforts, il n'a jamais eu le statut de roi, ce qu'il regrettait énormément. Et notamment le 31 décembre 2015, c'est la reine qui a annoncé que le prince Henrik se retire de toute obligation officielle et prend sa retraite, lui qui râlait lorsqu'il n'était pas invité aux invitations officielles. Pourtant, lui qui y allait, il s'ennuyait énormément.
Oui, en tout cas, un prince qui était moqué par les Danois pour son accent. Et puis, il était également esthète, poète, hein, les centres d'intérêt partagés par Henrik étaient pléthores. Oui, exactement, hein, je vous le disais, hein, sa spécialité, beaucoup de Danois le disaient, c'était à râler pour un rien. Il vient en même temps d'une famille, on va dire, vous le disiez, de poètes, mais sa famille était notamment journaliste, planteur, ancien prêtre, enfin en tout cas, voilà, il a eu une grande vie. Il a fait, dans sa jeunesse, il était en Indochine, avant de partir à Cahors, où il a fait son lycée, ensuite partir à Hanoï, où il a eu son baccalauréat. Il a étudié le droit et les sciences politiques à la Sorbonne, le chinois et le vietnamien à l'École nationale des langues orientales vivantes. Autant dire que c'était quelqu'un de très cultivé, mais il ne faut pas l'oublier, je vous le disais tout à l'heure, il est également français. Il était énormément attaché à la ville de Pau, notamment. Il était venu la dernière fois, c'était en 2007, car il faut le rappeler, la famille royale danoise vient de Pau, vient d'un descendant, à savoir Jean-Baptiste Bernadotte, qui est né à Pau et qui a fini sur le trône de Suède. La famille royale suédoise, qui est encore et toujours les descendants de Jean-Baptiste Bernadotte, entre parenthèses, petite info, elle devrait venir, normalement elle est annoncée au mois d'octobre en visite en France, et notamment à Pau, dans la ville de son descendant. Mais C'est en là tout où cas, il sera. exactement, mais également donc de la famille danoise, pour un Français qui est né donc en Gironde et qui a épousé une famille royale originaire de Pau. Ça faisait beaucoup de Français, tout ça, et on sait qu'il il aimait énormément, notamment le sud-ouest de la France. Exactement, pour une naissance, on le rappelle, hein, vous le disiez en début de chronique, à Talence, non loin de Pau. Combien de kilomètres à peu près, Talence? Alors c'est plus la Gironde, on est plus près de Bordeaux, c'est collé à Bordeaux pour être précis, mais si vous voulez faire Pau-Talence, il faut compter à peu près 2h30 de route. Et bien voilà, et vous pourrez le faire très prochainement avec notre guide et reporter Franck à Pau, dans le bureau C'est l'info de Pau. Merci beaucoup Franck pour tous ces renseignements et à la semaine prochaine. Avec plaisir Martin, à la semaine prochaine. Le duplex. Allez, entre ce duplex, on continue nos brèves de la semaine, brèves et reportages. Reportage à présent au Brésil. Tout le pays vibre à présent au son de la samba. Le carnaval a commencé la semaine dernière dans le Sambodrome, l'immense avenue de Rio de Janeiro. Une avenue au sein de laquelle ont défilé les grandes écoles de la samba, un spectacle qu'elles ont préparé depuis des mois avec de grandes difficultés, car à cause de la crise économique, les budgets et les salaires ont été réduits, et malgré tout les écoles sont prêtes pour défiler. Reportage de François Cardon. Dans la petite école de samba de Unidos das Vargens, les ouvriers peaufinent les derniers détails. La course contre la montre a commencé dans ce quartier de la banlieue de Rio de Janeiro. Les déguisements s'entassent par centaines dans des sacs plastiques. Léo est le carnavalesco, c'est lui qui a conçu toutes les décorations, notamment celles qui ornent les chars. Cette année, les budgets ont été réduits drastiquement et les subventions publiques divisées par 2 voire par 4. C'est le carnaval de la débrouille. Ces arcs et ces flèches nous ont coûté à peine 50 centimes. C'est cela l'art du carnaval en temps de crise. On n'a plus le choix, ou bien on utilise notre créativité, ou alors on ne fait rien. Notre budget réduit nous limite bien sûr, et c'est cela qui nous incite à être encore plus créatifs. On passe beaucoup de temps à tout réutiliser, tout recycler. À Rio, le carnaval a déjà commencé, des centaines de blocos, de défilés de rue déferlent à n'importe quelle heure, en musique et très alcoolisée. Plus d'1,5 million de touristes sont attendus, une bouffée d'air pour la ville dont les coffres publics sont vides. Largement endetté, l'État de Rio, à cause de la crise économique, peine à payer ses fonctionnaires. Marcelle est la danseuse étoile de l'école de samba de Unidos. Elle est son porte-drapeau, elle gagne à peine le salaire minimum, moins de 250 € par mois, alors elle donne aussi des cours de danse privée. Mon déguisement pour le défilé coûte très cher, trop cher pour moi. Je ne pourrais pas travailler seulement pour l'école de samba, je dois trouver de l'argent à côté grâce à la danse. Sinon, je m'en sors pas. Et quand le carnaval sera terminé, il faudra bien que je trouve encore une autre solution. Plusieurs milliers d'enfants vont défiler dans le Sambodrome, un rêve que les familles ont de plus en plus de mal à soutenir. À 56 ans, Lucia Helena est la mère de 2 jeunes danseuses de la grande école de samba de Portela, l'une des plus renommées. Mais Lucia Helena a eu du mal à faire face aux dépenses.
C'est un rêve, mais pour nous les parents, ce rêve nous coûte cher. On doit payer énormément pour permettre à nos enfants de participer au défilé et d'accomplir leurs rêves. Mes filles doivent prendre des cours, elles doivent avoir un beau déguisement, passer chez le coiffeur. C'est devenu compliqué. Un carnaval en temps de crise, même si les Brésiliens l'attendaient depuis un an. Pour faire la fête, le temps de quelques jours, le temps d'oublier les soucis, sans trop penser à demain. François Cardona, Rio de Janeiro, RFI. Et de la douceur de l'Amérique latine et du Brésil, nous partons au Moyen-Orient, à Gaza, sous blocus israélien et égyptien depuis plus de 10 ans. La bande de Gaza connaît une crise humanitaire et énergétique sans précédent, mais dans l'enclave palestinienne gouvernée de facto par le Hamas, les femmes doivent faire face à un autre problème et celui-ci est de taille. Celui du conservatisme de leur société qui restreint leur liberté. Bravant le poids des traditions et du qu'en dira-t-on, des jeunes filles pratiquent le basketball dans la ville de Gaza en espérant pouvoir un jour participer à des compétitions. Reportage de Marine Vlahovic. Survêtements sur le dos, ballon de basket à la main, une vingtaine de jeunes filles dribblent sur un terrain situé au cœur de la ville de Gaza, sous le regard de Brahim Skek, qui les entraîne 3 fois par semaine. On s'échauffe pendant un quart d'heure, ensuite on joue au basket et on fait un peu de gym pour finir. La scène peut paraître anodine, mais dans la bande de Gaza, elle est insolite. Le club de basketball féminin de l'Association des jeunes chrétiens est l'un des seuls de l'enclave palestinienne. Ici, les confessions et les catégories sont mélangées. Chrétiennes, musulmanes, minimes, cadettes et juniors jouent ensemble. Du haut de ses 14 ans, Lena Abouchana a pourtant longtemps attendu avant d'enchaîner les passes sur le terrain. Je n'avais pas peur, mais j'ai un peu hésité à cause de ce que les gens allaient dire. Mais qu'est-ce que c'est que cette fille qui joue au basket? Le basket, c'est pour les garçons, etc. Mais ma famille m'a encouragée en me disant de ne pas me soucier des gens. Il y a eu des critiques, mais je m'en fiche. Bravant elle aussi le poids des traditions de cette société ultra-conservatrice et le qu'en dira-t-on, Amira Ismaël a participé à la création du club il y a 4 ans. La jeune femme de 20 ans est depuis devenue arbitre et coach et elle voit dans le basketball féminin un moyen d'émancipation. On essaie de montrer par nous-mêmes qu'on a le droit de jouer au basketball. Notre comportement n'est pas indécent et nous ne dépassons pas les limites imposées par la société et la religion. Nous, on pratique juste notre passion. Et si le sport permet à ces jeunes filles de gagner un peu de liberté, impossible pour elles de jouer en compétition. En raison des restrictions de circulation imposées par Israël et l'Égypte, l'équipe est coincée dans la bande de Gaza, regrette Brahim Skek. Ici, il y a des joueuses talentueuses. Le problème, c'est que personne ne peut découvrir ces talents. Gaza est sous blocus et c'est difficile d'en sortir. Mais elles ont besoin de jouer à l'extérieur. Si elles pouvaient jouer en compétition, elles s'amélioreraient. Si elles étaient confrontées à d'autres clubs, leur niveau serait plus élevé. Ces basketteuses en herbe sont en attente de permis afin de participer au prochain tournoi national palestinien organisé le 8 mars pour la journée de la femme à Ramallah, à seulement 100 km de là, mais sans grand espoir d'obtenir ce sésame. Marine Vlahovic, Gaza, RFI. C'est l'info, l'invité de la semaine. Jean-Baptiste Guégan, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de Géopolitique du sport, une autre explication du monde, publié chez Bréal Studirama. Alors on savait que le sport était aussi affaire de géopolitique, mais sûrement pas à ce point. Après le retour de la délégation de hauts responsables nord-coréens, dont la sœur de Kim Jong-un en visite en Corée du Sud dans le cadre de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Pyeongchang, le leader nord-coréen a loué son voisin du Sud, la jugeant même impressionnante. Ce rapprochement est-il symbolique ou est-ce un vrai tournant dans leurs relations diplomatiques ? Alors, la première des choses, c'est que ce rapprochement est déjà symbolique. C'est-à-dire que ça faisait très longtemps que les deux Corées ne s'étaient pas parlé. Ça faisait encore plus longtemps que ces deux Corées ne s'étaient pas parlé et ne s'étaient pas salués devant le monde entier et devant les objectifs du monde entier. Donc, on est sur un rapprochement qui est déjà symbolique et qui annonce en tout cas
une désescalade dans les relations diplomatiques entre les deux États. Après, ce rapprochement, pour l'instant, n'est pas suivi d'autres effets que de simples discussions et la perspective éventuellement d'aller un tout petit peu plus loin. Ouais, et pourquoi ce réchauffement diplomatique arrive justement au moment des Jeux ? Alors, les Jeux sont une excellente opportunité puisqu'ils se déroulent en Corée du Sud à Pyeongchang. On se trouve dans un contexte géopolitique et diplomatique complexe pour la Corée du Nord. Depuis quelques mois et ses essais de missiles ainsi que ses essais nucléaires, elle était isolée sur la scène internationale. Les Jeux de Pyeongchang lui offrent la possibilité de sortir de cet isolement et cela en participant aux Jeux et en faisant finalement un profil bas à l'occasion justement de cette Olympiade d'hiver. Les Jeux ici signent une sorte de trêve olympique, mais plus sûrement représentent un prétexte pour la Corée du Nord, c'est-à-dire l'occasion de revenir sur le devant de la scène en montrant un autre visage. On est ici sur une opération de communication politique savamment orchestrée, après la tension, l'apaisement, et donc après les quolibets, les acclamations. Ouais, et lors des dernières décennies, au-delà effectivement de ce contexte Corée du Nord, Corée du Sud, les Jeux Olympiques ont régulièrement été rattrapés par la politique ou se sont retrouvés au centre d'enjeux diplomatiques. Comment cela s'explique-t-il ? Alors, dès 1896, donc dès la première édition des Jeux modernes, la géopolitique est en arrière-plan. À partir du moment où vous mettez autour du même stade et des mêmes compétitions tous les États du monde, vous vous transformez forcément en arène politique. Tous les États vont vouloir s'étalonner les uns aux autres, les uns par rapport aux autres, et donc vont entrer en compétition. Le sport, finalement, n'est que le reflet des relations internationales et en même temps un superbe terrain de jeu, puisque c'est l'occasion de se mesurer aux autres sans s'affronter par la force ou par la violence. Oui, et y a-t-il d'autres exemples de réconciliation diplomatique liée au jeu ? Alors, on parle de réconciliation diplomatique, il faudrait être un peu plus mesuré, c'est-à-dire que le sport en général ne fait qu'entériner une situation diplomatique qui a déjà avancé. Il n'y a jamais eu de réconciliation ou de paix par le sport, bien au contraire. Par contre, on a une diplomatie du sport et surtout la possibilité justement de faire avancer les négociations. On a une diplomatie du cricket entre l'Inde et le Pakistan, on a une diplomatie du rugby. On l'a vu avec le retour de l'Afrique du Sud sur la scène internationale. On a aussi une diplomatie du football avec les matchs entre l'Iran et les États-Unis, entre la Turquie et l'Arménie. Là maintenant, c'est autour des Jeux Olympiques. Ce qu'il faut retenir, c'est que les Jeux Olympiques offrent l'occasion aux États de montrer qu'ils sont de retour sur la scène internationale, comme ce fut le cas avec l'Allemagne après la réunification ou après la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Comme ce fut le cas avec l'Afrique du Sud après l'apartheid, et comme là c'est le cas avec la Corée du Nord. On est sur des jeux qui offrent l'opportunité finalement de donner un visage et une réalité visible à des enjeux diplomatiques. Ouais, donc on ne peut pas réellement parler de réconciliation par le sport. Ouais, et donc au final le sport a donc toujours cette capacité à pacifier, Jean-Baptiste Guégan, où il existe des cas contraires? Alors, le sport, en tout cas, va permettre d'apaiser, dans le cadre des manifestations sportives, des relations qui pourraient être tendues. Maintenant, on a vu aussi exactement l'inverse se produire. Alors, l'exemple qu'on présente toujours de manière plus ou moins impropre, c'est la guerre entre le Salvador et le Honduras dans les années 60. C'est-à-dire une guerre, la fameuse guerre du football. Bon, il y a d'autres déterminants avant. Dans les faits, le sport peut être aussi un cristallisateur d'une situation qui va déraper. On l'a vu par exemple avec les manifestations de supporters en Croatie au moment de la guerre en ex-Yougoslavie. On l'a vu aussi au moment des révolutions du printemps arabe. Ça a déjà commencé dans les stades, et les stades ensuite ont servi de lieu d'explication. Donc le sport finalement est souvent pris en otage. Il peut être un facteur de paix, mais c'est compliqué.
Ouais, et pourquoi justement, au vu de ces divers exemples, on se rend compte que tout cela arrive plus fréquemment avant ou pendant les Jeux Olympiques qu'au moment d'une coupe du Monde de football ou de rugby. Pourquoi cela? C'est l'influence des Jeux Olympiques, c'est le rôle du Comité international olympique? Alors déjà, le CIO, le Comité international olympique, essaie d'avoir ce rôle de pacificateur. Il y a une vraie volonté diplomatique de peser, et ils se sont toujours vus comme un acteur des relations internationales. Et l'idée de trêve olympique est grandement utilisée par le CIO pour le montrer. Là, en l'occurrence, on n'a pas la même chose avec la FIFA. La FIFA a un rôle géopolitique, mais elle ne souhaite pas en jouer. C'est pareil pour World Rugby, qui n'a pas le même poids dans le monde que le CIO. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que l'instance qu'est le CIO joue aussi sur cette carte-là, et c'est pour ça qu'on a autant d'enjeux politiques qui se nouent pendant les Jeux. L'autre raison, c'est qu'il y a beaucoup plus de pays représentés aux Jeux. Là, à Pyeongchang, il y en a 92, que lors d'une Coupe du Monde où, dans le maximum des cas, vous en avez 48 pour les éditions qui vont venir. Merci beaucoup Jean-Baptiste Guégan d'avoir répondu aux questions de C'est l'Info. Vous êtes Merci. auteur de la géopolitique du sport, une autre explication du monde, un livre publié chez Bréal Studirama. À très bientôt sur C'est l'Info et on vous souhaite une bonne deuxième semaine de Jeux Olympiques. Merci. Le monde qui bouge, Fabien Herbert. Alors que les Jeux Olympiques de Pyeongchang se déroulent du 9 au 25 février, on est en plein dedans, un pays manque au tableau des médailles et pas n'importe lequel. La Russie, vainqueur des précédents Jeux Olympiques organisés à domicile à Sochi, et depuis, on se rend compte que les sports russes sont englués dans un scandale de dopage inédit. Fabien Herbert, bonjour. Bonjour Martin. Dans le monde qui bouge cette semaine, on parle donc des Jeux Olympiques et de la Russie. Où en est-on de ce fameux scandale de dopage russe ? Alors Martin, la Fédération de Russie, comme vous le savez, a été suspendue par le Comité international olympique en décembre dernier et ne peut pas participer aux JO de Pyeongchang, qui ont lieu actuellement. Cependant, certains athlètes russes, qui ne sont pas soupçonnés de dopage, peuvent participer à ces Jeux sous une bannière neutre. C'est un camouflet évidemment pour la Russie, qui avait fait du sport une vitrine de sa puissance, des JO de Sochi jusqu'à la Coupe du Monde organisée l'été prochain. La Russie est accusée par l'Agence mondiale antidopage d'avoir organisé un système de dopage d'État lors des Jeux d'hiver de Sochi en 2014. Suite à ces accusations qui ont eu lieu dans le rapport McLaren, l'agence russe antidopage, la Roussada, a été suspendue en novembre 2015 par l'AMA, et c'est à cause de cette suspension que la Russie est exclue des JO de Pyeongchang. Alors, c'est la première fois dans l'histoire de l'olympisme moderne qu'un pays est sanctionné pour avoir organisé un système de dopage. Alors, il y avait déjà eu des exclusions, mais pour des motifs politiques. Cette raison sportive, d'ailleurs, de l'éviction russe, elle ne fait pas l'objet d'un consensus aujourd'hui. Si le gouvernement russe, de son côté, a avoué avoir commis des erreurs, ce dernier nie l'existence d'un système de dopage d'État et considère son exclusion donc comme relevant d'une question politique et non sportive. Et le raisonnement de l'administration russe étant que l'AMA, donc l'agence mondiale antidopage, dont le bureau principal est basé à Montréal, serait, selon le gouvernement russe, à la botte des puissances occidentales. Oui, et quand la Russie pourra-t-elle être réintégrée par le Comité international olympique, le CIO ? Alors, d'une certaine manière, elle pourrait déjà l'être, puisque la Roussada a rempli la grande majorité des critères fixés par l'Agence mondiale antidopage, mais cette dernière refuse de la réintégrer. Pour la raison suivante, l'État russe n'a pas avoué avoir mis en place ce système de dopage. C'est ce point qui pose vraiment problème aujourd'hui. On peut d'ailleurs remettre en cause le fait que cette suspension au JO soit uniquement sportive, puisque si la Roussada remplit les critères sportifs de l'AMA, mais que l'AMA ne veut pas réintégrer la Roussada tant que la Russie n'a pas avoué avoir triché, il semble ici qu'il y ait un mélange de genres entre motivation sportive et politique. De plus, on assiste à une véritable guerre des mots entre l'AMA et l'État russe depuis 2015, l'un voulant discréditer l'autre.
Concernant la réintégration de la Russie, il s'agit donc de savoir qui craquera le premier, l'Agence mondiale antidopage, l'État russe ou le CIO. Et en ce qui concerne Pyeongchang 2018, la délégation russe a toutefois un espoir de défiler sous son drapeau lors de la cérémonie de clôture. C'est ce qu'avait laissé entendre un responsable du CIO il y a quelques mois, donc affaire à suivre. Ouais, et Fabien, que dire de l'exclusion de la Russie justement, est-ce que dire que l'exclusion de la Russie contient une part de politique, n'est-ce pas finalement faire le jeu du Kremlin ? Alors, pas vraiment, en tout cas pas de la manière dont je dis, puisque certes il y a à mon sens des motifs politiques, mais cela n'innocente pas la Russie sur le plan sportif, puisque le rapport McLaren est accablant, et la Russie a elle-même avoué avoir commis des erreurs, qu'il s'agisse d'une fraude organisée par l'État ou à une échelle inférieure. Donc en fait, la partie d'échec entre la Russie et les instances du sport international, elle est perdue par Moscou. Mais il reste une question centrale qui est à régler. C'est celle de la postérité de cette affaire en Russie. Aujourd'hui, Moscou semble tout de même s'en sortir auprès de sa population avec le discours d'une agression occidentale, en fait d'une nouvelle série de sanctions finalement. Ce discours fonctionne plutôt bien en Russie depuis la crise ukrainienne et l'annexion de la Crimée, considéré comme légitime par une majorité de la population, et qui vaut aujourd'hui à Vladimir Poutine une popularité record. Et globalement, la population russe, dans sa majorité, soutient ses dirigeants sur le plan international. Et donc, sachant qu'on est à quelques semaines des élections présidentielles russes, il est évident que l'État souhaite jouer la carte de l'acharnement extérieur plutôt que celle de la culpabilité qui mettrait Vladimir Poutine en difficulté à la veille de ce scrutin. C'était Fabien Herbert, Le Monde qui bouge. Merci beaucoup Fabien pour cet éclairage autour de la Russie et du dopage russe, et à très vite sur C'est l'Info. Merci Martin, à très vite. Le Monde qui bouge, Fabien Herbert. Les coulisses de l'info, Gaëtan Helmans. Les coulisses de l'info avec Gaëtan Helmans. Bonjour Gaëtan. Salut Martin. Et voilà une nouvelle chronique, les coulisses de l'info. En quoi consiste cette nouvelle chronique, Gaëtan ? Alors, nouvelle chronique dans C'est l'Info que je suis ravi de vous proposer. Chaque semaine, je vous parlerai de la mobilité, des médias, du tourisme et de la consommation. Eh bien alors, c'est parti mon cher Gaëtan. On commence cette chronique par Marie-Christine Saragosse, qui risque sa place de présidente de France Média Monde, qui gère notamment RFI et France 24, pour ne pas avoir déclaré à temps son patrimoine. Rappelez-vous, en octobre 2013, le Parlement français adoptait une loi pour la lutte contre les conflits d'intérêts et la transparence démographique suite à l'affaire Cahuzac. Tout ceci risque donc de lui coûter sa place. Elle, qui préside France Média Monde depuis 2012, voit son élection annulée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Son second mandat, qui a commencé le 5 octobre dernier, vient de l'avoir considéré comme nul. La Haute Autorité exige, je cite, une déclaration concernant les biens et les intérêts de l'intéressé dans les 2 mois après son entrée en fonction. Malgré tout, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, doit relancer une procédure de nomination pour diriger France Média Monde, relance qui doit durer 2 mois minimum. La présidente actuelle pourrait malgré tout être reconduite, ce qui pourrait créer une situation inédite. Gaëtan, on a également des nouvelles de Nicolas de Taverneau qui s'exprime assez rarement dans les journaux, et là il le fait savoir. Lors d'un entretien dans le JDD, le journal du dimanche, le président de M6, Nicolas de Taverneau, s'est exprimé sur la suppression intégrale de la publicité sur les chaînes publiques. Il ajoute, je cite, « France Télévisions devrait se concentrer sur ses seules missions de service public, ce qui lui éviterait de réclamer en permanence un accroissement de ses ressources, notamment commerciales. » Il estime également que France Télévisions essaye trop d'imiter le secteur privé. En outre, il compare la télévision publique française à ses homologues étrangères, à savoir notamment la BBC pour le Royaume-Uni et la TVE pour l'Espagne. On parle consommation, Franprix et Casino, Gaëtan. L'enseigne de grande distribution Franprix, filiale du groupe Casino qui exploite les magasins du même nom, teste en ce moment un magasin hors de ses frontières. En Belgique, plus exactement, et à Ixelles, dans la région de Bruxelles, plus précisément selon le site belge spécialisé dans la grande distribution Gondola.
Son ouverture est prévue pour la fin du mois et pour le porte-parole du groupe Casino, je cite, « C'est encore un test, cela ne préfigure en rien, à ce jour, de velléité sur un autre marché que la France. » Oui, et puis alors que les Jeux Olympiques de Pyeongchang ne sont même pas terminés, on s'intéresse déjà aux Jeux Olympiques 2024. Selon un rapport nommé Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, enjeux et opportunités pour le secteur de l'audiovisuel, le CSA se pencherait pour une éventuelle évolution technologique de la TNT en vue de la diffusion des JO d'été en 2024 qui, je vous le rappelle, se déroulera à Paris. Dans ce rapport qui comporte 27 pages, on y retrouve à l'avant-dernière page la diffusion des JO de 2024. Parmi les améliorations citées, on retrouve la 4K, l'amélioration du contraste, de la fréquence d'image et du son qui donnerait naissance à la TNT Ultra HD. Actuellement, l'ultra haute définition reste quasi cantonnée aux offres payantes. On parle à présent de la livraison à domicile des courses et ce marché semble en tout cas être novateur et il semble surtout évoluer énormément en ce qui concerne le territoire français, Gaëtan. La livraison à domicile des courses réalisées sur Internet par les clients Auchan via le Drive va couvrir un tiers de la population métropolitaine en ce début d'année avec l'ajout de 8 agglomérations que sont Avignon, Metz, Strasbourg, Nancy, Nice, Toulouse, Montpellier et Tours. Ce service est né en 2014 au Mans. Il en coûte aux consommateurs entre 5 et 15 euros selon le montant total des achats. Souvenez-vous, l'ancien ministre de l'Agroalimentaire, Guillaume Garot, proposait la loi de transition énergétique qui comporte entre autres un volet sur le gaspillage alimentaire qui fut voté en 2015. Ceci a encore plus incité les magasins à donner leurs invendus aux différentes associations spécialisées dans l'anti-gaspi, dont Commerço en fait partie. Les économies pour un hypermarché moyen peut aller jusqu'à plus de 100 000 euros par an. À savoir, avant cette loi, ils étaient 87% des points de vente à avoir déjà mis en place un système de donation des invendus. Depuis cette nouvelle réglementation, ils sont 12% de plus à s'y être mis et 23% des points de vente déjà actifs ont été plus loin. Pour terminer, chaque semaine, je vous ferai quelques suggestions de programmes TV. Ce dimanche soir sur France 5 à 20h55, Aliments, rien ne se jette, tout se transforme, un documentaire qui met en lumière le gaspillage alimentaire en France où 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées. Lundi soir sur France 3, à 20h55, Le Monde de Jamy qui partira à la rencontre de spécialistes sachant décrypter le langage des animaux. Et enfin, mardi soir sur C8, aux environs de 21h, Ninja Turtles. Si vous avez aimé le dessin animé du même nom, vous apprécierez également le film. Voilà pour cette semaine, à la semaine prochaine. Ici Londres. Ici Londres avec Alexander Seal. Bonjour Alexander. Et il se trouve que l'église anglicane d'Angleterre donne des conseils pour réduire l'utilisation du plastique pendant le carême qui a commencé cette semaine. Bonjour Martin. L'église anglicane au Royaume-Uni exhorte les chrétiens à abandonner les plastiques non réutilisables pendant le carême, dans le but de réduire les dommages environnementaux qu'ils peuvent causer. Les fidèles ont reçu des conseils pour réduire l'utilisation du plastique chaque jour jusqu'à Pâques, comme le choix d'acheter un stylo plume plutôt qu'un stylo à billes en plastique, et l'achat de musique en ligne plutôt qu'un CD. L'Église l'a lié à un appel chrétien à prendre soin de la création de Dieu. Le calendrier des conseils a été envoyé à chacun des 42 diocèses de l'Église. Chaque semaine, le Lent Plastic Challenge a un thème. Par exemple, la nourriture et les boissons, la cuisine, l'habillement et les voyages. Les conseils comprennent l'abandon des gobelets en plastique jetables, l'utilisation d'une brosse à dents en bambou et l'achat du pain qui n'est pas préemballé.
Il y a par exemple d'autres suggestions, afin de placer un autocollant pas de pub sur votre boîte aux lettres et de prendre vos propres produits de toilette à l'hôtel, plutôt que d'utiliser les petites bouteilles de voyage de petite taille. Alors le carême a commencé mercredi dernier, celui des cendres, et ça se finit jusqu'au dimanche de Pâques, qui tombe cette année le 1er avril. Donc c'est une période de 40 jours, plus 6 dimanches. Il marque le moment où Jésus est allé dans le désert pour jeûner et prier. Des millions de chrétiens à travers le monde marquent le carême en jeûnant certains jours et en faisant des privations. Mercredi, le secrétaire d'État à l'environnement au Royaume-Uni, Michael Gove, et le secrétaire aux affaires, Greg Clark, faisaient partie des 41 députés conservateurs qui ont promis d'utiliser moins de plastique pendant le carême. À la semaine prochaine. Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. La chronique des Voix de l'Hexagone, à retrouver sur voixdelhexagone.fr. La chronique des Voix de l'Hexagone avec Ella Micheletti. Bonjour Ella. Bonjour Martin. Voix de l'Hexagone.fr, on rappelle évidemment l'adresse. Et aujourd'hui, vous vous attelez à un sujet très intéressant, celui du lien entre la nourriture et les réseaux sociaux. Oui, tout à fait Martin. En effet, si vous avez tendance à vous laisser happer par les réseaux sociaux comme bon nombre de personnes, vous n'avez pas pu les manquer. Ils sont là, sous votre nez. Les bowl cakes, des sortes de gâteaux composés d'œufs, de flocons d'avoine, de bananes, parfois de purée d'amandes, de beurre de cacahuète, bref, tout ce que vous voulez, et cuit au micro-ondes. Ou les porridge aux graines de chia et fruits rouges en plein hiver, les smoothies comme unique petit déjeuner. Au niveau des autres repas, on trouve aussi des photos de bols de 15 légumes différents. Ils sont de toutes les couleurs, dressés plus joliment que votre table de Noël que vous aviez mis 2 heures à préparer. Ces plats, considérés comme ultra-diététiques, servent une tendance qu'on appelle depuis des années la pornographie culinaire, ou en anglais le food porn. Alors, qu'est-ce que le food porn ? Concrètement, on partage 130 photos de ses repas, voire de ses courses. On montre qu'on s'alimente, et surtout qu'on s'alimente bien, qu'on s'alimente parfaitement, qu'on prend soin de soi, que ce qu'on appelle les écarts restent exceptionnels. Car la nourriture, c'est la santé. Si nous ne le savions pas encore depuis des siècles, certains youtubeurs et instagrammeurs sont là pour nous illuminer de leurs rayons. Et leurs photos rayonnent, c'est le cas de le dire. Lumière parfaite, couleurs chatoyantes, présentation impeccable. Bon, parfois on peut tomber sur 2 ou 3 pizzas, hamburgers ou bons petits plats du terroir, des plats bien caloriques. C'est là tout le paradoxe d'Instagram. Mais les plats dits sains sont tout de même légion, y compris sur YouTube. Alors que révèle cette tendance à l'exhibition culinaire, Ella ? Beaucoup de choses, certaines plus évidentes que d'autres. Par exemple, l'influence criante des réseaux sociaux sur les comportements des hommes et des femmes n'est plus à démontrer. Bien qu'un écran et parfois des milliers de kilomètres nous séparent d'une photo ou d'une phrase, nous sommes parfois touchés, blessés, envieux, jaloux, enthousiastes, bref, nous passons par une montagne russe d'émotions qui influent sur nos actes. La tendance à l'exhibition culinaire ne fait pas exception à la règle. En effet, les liens entre les photos de nourriture postées, par exemple sur Instagram, et l'orthorexie ont notamment été démontrés dans une étude faite à l'University College de Londres par Pixie G. Turner et Carmen E. Lefebvre. Il ressort de cette étude qu'Instagram est le réseau social qui entraîne le plus de développement de troubles alimentaires comme l'anorexie. De plus, 49% des contenus publiés ont trait à l'orthorexie. Face à ces plats soi-disant diététiques, nombreux sont ceux qui culpabilisent de manger leur pâte au fromage, voire d'en faire manger à leurs enfants. Tout en prônant la liberté de diffusion et d'expression, Instagram devient un miroir déformant des gens envers leur propre corps et leur propre faim. On a finalement donc tendance à se compliquer la vie et à complexifier notre propre rapport à la nourriture avec les réseaux sociaux, si je suis votre pensée. C'est tout à fait ça, on se complique la vie, mais pire encore, on intellectualise la nourriture alors qu'on est censé la vivre. On ne se dit plus en regardant les photos de nourriture sur Instagram, est-ce que ça me donne envie, est-ce que ceci excite mon appétit ? On observe surtout le fait que le plat est diététique, bourré de verdure.
Alors attention, vouloir manger équilibré est une bonne chose, mais cela relevait jadis du bon sens, du sens commun dans les familles. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il semblerait que plus personne ne sache comment manger, que la règle de nos grands-mères, manger de tout modérément, soit un lointain dicton. Cette intellectualisation fait perdre tout le côté sensoriel de la nourriture. Elle alimente aussi un délitement de son rôle de lien social et de facteur de cohésion sociale. On a l'impression que ce lien social passe aujourd'hui par le lien plutôt virtuel que réel. L'image glacée ou virtualisée plutôt que le vivant et le palpable. Et puis, on a tendance à vivre la vie culinaire et alimentaire des autres par procuration. À travers les réseaux sociaux, il y a un curieux jeu d'attraction-répulsion, d'exhibition et de voyeurisme. Oui, et à l'inverse, ne pourrait-on pas voir cela comme une preuve d'une société du spectacle ? Si, c'est tout à fait ça, une société du spectacle qui ne date pas d'hier, mais qui est vraiment exacerbée par Internet. Les réseaux sociaux sont un formidable outil pour consacrer son être, sa personne, sa vie, ses faits, ses gestes, et cela va toujours plus loin. Qui aurait pensé, par exemple, il y a 10 ans, qu'un jour des milliers de gens regarderaient des photos de plats d'Instagrammeurs ? Ou qui aurait pensé, il y a 10 ans, qu'on verrait sur YouTube des vidéos de gens qui déchargent leurs courses, juste pour montrer qu'ils ont acheté, tenez-vous bien, de la nourriture ? Cela nous aurait semblé surréaliste. Cette tendance à montrer nos assiettes est l'une des ultimes étapes de la mise en scène de nos vies. Plus rien n'est laissé au mystère. Ce mot est inconnu sur Internet. La terminologie liée à la nourriture aussi est révélatrice de cette tendance. Pour être à la mode, pour être moderne, pour être cool sur Internet, il faut savoir parler nourriture, et si possible avec des anglicismes. En témoigne l'article de Elle Magazine, il y a quelques jours, où il était question de, je cite, « souping » qui serait le nouveau juicing. Comprendre en langage décodé, boire de la soupe est bon pour la santé. Non, vous ne rêvez pas. Enfin, sur le fond, on peut analyser rapidement ces contenus alimentaires diffusés comme une preuve de plus du fossé entre plusieurs France. Je m'explique. L'américanisation de la société française ne date pas d'hier, mais de plus d'un demi-siècle. Et évidemment, personne doté d'un tant soit peu d'intelligence n'irait dire qu'il est idiot de manger un hamburger ou de boire un verre de coca sous prétexte qu'il s'agit d'américanisation. Le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, cette américanisation des plats va de pair avec ce qu'on pourrait appeler une boboisation en France. Les photos ou vidéos des petits déjeuners sur Instagram ou sur YouTube sont de plus en plus semblables. On trouve ces fameux bowl cakes, où il n'y a pas vraiment de traduction pour ce mot d'ailleurs, les porridge, les smoothies, les pancakes, issus de contes américains ou anglais, bref du monde anglo-saxon, et repris par des Français. Mais la question c'est, qui mange cela, et surtout présenté comme dans un grand restaurant ? Combien de personnes sur 67 millions ? Les tendances culinaires affichées sur les réseaux sociaux représentent un entre-soi, un temple du tout diététique, convaincu d'avoir le monopole du bon repas. Il y a de ce fait une homogénéisation des plats. Si vous tombez sur un compte Instagram avec un porridge, vous pouvez être sûr d'avoir les tartines d'avocat saumon et les salades d'épinards tofu à l'ail des ours et graines germées derrière. Sauf que ce qui était original à la base devient banal. Il y a une perte de la diversité culinaire sur les réseaux sociaux. On peut ajouter à cela la malheureuse tendance hygiéniste qui diabolise certains aliments, voire même certaines catégories entières d'aliments, et vous obtenez le culte du sans rien en photo. Alors qu'est-ce que le culte du sans rien ? Eh bien c'est le culte du sans gluten, alors que les réels intolérants représentent moins d'1% de la population française. Les sans glucides, les sans sucre, les sans gras, les sans laitage, les sans viande, voire même totalement les sans protéines. Alors que l'écrasante majorité des Français continuent pourtant de manger de tous ces aliments sans se poser plus de questions que ça. Ou en tout cas en veillant à privilégier des circuits courts ou des modes de diffusion plus sains. Mais une fois encore, les réseaux sociaux sont un microcosme face à une majorité indifférente. C'est un peu la France bowl cake versus la France tartine de beurre café au lait, de vache bien sûr. Et bien voilà, merci beaucoup Ella pour cet éclairage, cette opinion portée donc sur ce lien entre la nourriture et les réseaux sociaux. Également à lire en ce moment sur votre site voixdelhexagone.fr un entretien
avec Anicet Le Pors, qui a été sous le gouvernement de Pierre Mauroy, ministre délégué auprès du Premier ministre, puis secrétaire d'État chargé de la fonction publique. Eh bien, vous avez interviewé cet économiste de formation qui reste aujourd'hui un électron libre de la politique française. Oui, c'est bien ça. Un entretien très enrichissant. Oui, autour, évidemment, d'Emmanuel Macron et de la justification d'une politique publique territoriale plus affirmée que ses prédécesseurs, mais également donc des questions d'actualité. Je crois que vous avez traité du cas Gérald Darmanin, du cas Bruno Le Maire. Voilà, un entretien donc qui est à retrouver sur votre site internet voixdelhexagone.fr. Merci beaucoup, Ella Micheletti, donc des voixdelhexagone.fr, et à très vite. Merci beaucoup Martin, bonsoir. Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. La chronique des Voix de l'Hexagone, à retrouver sur voixdelhexagone.fr. IT News avec Stanislas Mirocha. Bonjour Stanislas. Salut Martin. Stanislas, vous allez nous parler d'Elon Musk et de sa fusée, la fusée la plus puissante du monde qui a décollé la semaine dernière. Tout à fait, la fusée s'appelle Falcon Heavy, elle mesure 70 mètres et possède 27 moteurs qui génèrent une puissance équivalente à 18 Boeing 747. Cette fusée est fabriquée par la société SpaceX. SpaceX a été fondée par Elon Musk, qui est aussi le fondateur du constructeur de voitures électriques Tesla. Alors cette fusée a décollé le 6 février dernier au centre spatial Kennedy en Floride. Que y avait-il à son bord ? Eh bien, pas grand-chose, Martin. Il y avait juste une voiture électrique Tesla. En fait, c'était un vol test. Cette méga fusée n'est pas destinée à transporter des humains sur Mars comme le rêve Elon Musk, mais elle pourra transporter en revanche 63 tonnes d'équipement en orbite, soit 2 fois plus que la fusée la plus puissante en opération actuellement, et ça pourra aider à transporter l'équipement sur Mars. Elle sera aussi notamment utile pour mettre des satellites en orbite. Elon Musk veut en mettre 4000, avec pour ambition de connecter le monde entier au haut débit. Et a-t-elle réatterri depuis ? Alors oui, mais seulement les 2 premiers étages de la fusée se sont posés doucement sur la terre ferme et pourront être réutilisés et ainsi réaliser d'importantes économies. En revanche, le 3e étage s'est abîmé en mer et a percuté l'eau à 480 km/h. Et alors la dernière question que l'on peut se poser, y a-t-il d'autres projets fous prévus pour Elon Musk, l'entrepreneur ambitieux ? Absolument, SpaceX a pour but premier d'aller coloniser Mars en 2025. Sinon, le milliardaire veut aussi faire baisser de 30% le prix de l'électricité. Comment ? Grâce à un réseau de maisons équipées de panneaux solaires qui stockeront le surplus d'énergie dans une batterie, et cette batterie pourra redistribuer l'énergie non utilisée dans le réseau public afin d'alimenter d'autres consommateurs. 50 000 maisons seront équipées de ce système en Australie d'ici 2022. Merci beaucoup Stanislas, en tout cas il apparaît ici que Elon Musk n'a pas fini de nous. C'est l'info, votre double page info du week-end, Martin Arnaud. C'est la fin de cette émission, merci à toutes celles et ceux qui m'ont aidé à la préparer. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. On parlera notamment de l'Inde. L'Inde va-t-elle devenir la nouvelle grande puissance mondiale ? Mais d'ici là, vous retrouvez tous les podcasts et bien plus encore sur le www.c-l'info.fr. Bonne semaine à tous.